Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro spécial Carrefour de l'éducation. Carrefour de l'éducation aujourd'hui qui sera consacré à l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, comprenez une éducation qui permet surtout à une couche jusque-là laissée en rade de pouvoir intégrer le système éducatif normal. Il s'agit en réalité surtout et spécialement, nous allons parler de ces enfants déficients visuels ou de ces enfants malvoyants. Alors, pour en parler, j'ai à ma gauche M. Abdou Diaw qui représente le ministère de l'Éducation nationale, c'est le directeur de l'enseignement élémentaire. Ensuite, Mme Mbouba Kébé qui est directrice de Pikine 23B où l'expérience est en train d'être déroulée. À ma droite aussi, je commence par Mme Astoussar, responsable de programme inclusif à l'ONG Site Savers, qui appuie souvent aussi cette initiative. Et ensuite, le président de l'association des parents d'élèves pour la promotion de l'éducation inclusive, M. Abdou Aram Samb. Bonjour à tout le monde. Je pense qu'on le comprend bien. Au Sénégal, aujourd'hui, la perspective, c'est l'éducation pour tous. Mais pour qu'il y ait éducation pour tous, il faut effectivement que tous les enfants soient à l'école. On s'est rendu compte que cette couche que représentent ces enfants déficients visuels, malvoyants ou non-voyants et d'autres enfants handicapés ne sont pas encore effectivement à l'école et donc le défi est grand. Nous allons tout de suite essayer de présenter la situation de ces écoles avec ce reportage de Oumar Baldé. La plupart des enfants vivant avec un handicap visuel sont souvent laissés en rade dans le système éducatif, un véritable déséquilibre de la carte scolaire. Pour corriger ce manquement, les autorités académiques et Site Savers expérimentent l'éducation inclusive dans 3 écoles publiques de la banlieue de Dakar. L'espoir n'était pas permis au départ, compte tenu du fait que c'est une inclusion assez spéciale que le ministère de l'Éducation nationale était en train d'initier, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, l'intégration est directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe préparatoire pour les enfants déficients visuels. Ils sont directement accueillis au niveau de la classe en même temps que leurs camarades commencent encore voyants et suivent les mêmes apprentissages avec le même crédit horaire, le même emploi de temps. Ça a été une bonne chose. D'une part, parce que ça permet à une certaine catégorie d'enfants de jouir de leur droit à l'éducation et de lutter contre la mendicité, d'autre part. Donc c'est une bonne chose. Dans ces établissements, les élèves non-voyants sont dans les mêmes classes que leurs autres camarades. Un tour dans ces écoles pilotes a permis de montrer leur intégration. Nous fonctionnons comme dans une classe ordinaire. Donc c'est l'élève non-voyant qui essaie de s'adapter, n'est-ce pas, à ce que nous faisons en classe. Ils sont bien intégrés dans l'école, dans la cour. Vous ne pouvez pas les distinguer de leurs camarades. Donc socialement, ils sont bien acceptés par leurs camarades de classe et tous les autres élèves de l'école. Il y a même une complicité entre ces enfants aveugles et leurs camarades, qui au début facilitaient leur adaptation, leur intégration au niveau de l'école. Au-delà de cette complicité avec leurs camarades, ces enfants sont exemplaires en classe. Ils sont également parmi les meilleurs élèves de leur établissement respectif au grand bonheur de leurs enseignants. Ils sont dans les 10 premiers et exceptionnellement, il y en a qui sortent un peu du lot, mais quand même, c'est des élèves qui se débrouillent pas mal. Le cas de Sissembaï Samb, c'est d'ailleurs lui qui a commencé le projet. Il s'est retrouvé pour la première fois avec une moyenne de 9, par la suite 8. Et pour cette année, vu le retard accusé au niveau du matériel, il n'a pas pu composer correctement. Malgré leurs résultats encourageants, ces élèves sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Des difficultés qui impactent négativement sur leur marge de progression. Les non-voyants travaillent lentement. Donc quand on fait un exercice, les élèves voyants terminent, alors que les autres, n'est-ce pas, traînent. Donc on est obligé de marquer un peu le pas et d'attendre. Le mobilier n'est pas adapté pour une classe inclusive parce que des fois les enfants se blessent. Le matériel est un peu cher. On demande de l'aide aux autorités. On ne peut pas aller dans la boutique et acheter le matériel d'un aveugle. C'est difficile. Aujourd'hui,
L'insertion de ces enfants doit être une préoccupation nationale. En attendant, les efforts de Side Savers sont en train de porter leurs fruits. À terme, l'expérience de ces écoles pourrait être étendue sur l'ensemble du territoire national. Voilà, merci Omar Baldé. Je pense que le décor est campé et que effectivement le rêve devient de plus en plus réalité, pour ne pas dire devient effectivement réalité, parce que de toute façon, l'expérience a démarré. Et je rappelle que l'expérience est déroulée dans 3 écoles au niveau de l'Académie de Dakar. Il s'agit de l'école Malik Diop de l'IF de Thiaroye, de l'école 23, de l'école Pikine 23 de l'IF de Guédiawaye et de l'école Chérif 1 de Rufisque Commune. Alors, pour commenter rapidement ce sujet, je commence par Madame Bouba Kébé, directrice d'école. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, enfin, on a pu mettre des enfants qui jusque-là étaient laissés en rade dans des écoles. Alors, comment vous avez démarré cette expérience? Nous avons accueilli ces enfants depuis 2011. C'était une expérience nouvelle et on l'a démarré avec un peu de crainte parce que c'est des enfants qui ont des besoins spéciaux par rapport aux enfants que nous avions l'habitude de recevoir. Mais au fur et à mesure que nous avons avancé, vraiment, toutes les craintes se sont dissipées et ces enfants maintenant sont considérés comme tous les autres camarades. Ils sont dans l'école, on ne s'aperçoit même pas de leur handicap. Et vraiment, on ne fait que remercier l'ONG Side Savers qui nous a permis vraiment de récupérer ces enfants qui étaient dans une grande partie dans la rue en train de mendier et qui sont devenus maintenant des élèves comme tous les autres camarades. Donc c'est une expérience très salutaire et nous ne pouvons que nous en remercier et nous en féliciter. Voilà, donc merci. Je pense que l'expérience est salutaire et je me tourne vers le secrétaire général de l'association des parents d'élèves, d'enfants pour la promotion de l'éducation inclusive. Alors, M. Abdou Aram Samb, enfin, ouf de soulagement, il y a déjà des lueurs d'espoir pour que ces enfants qui étaient peut-être dans la rue en train de mendier, de revenir à l'école. Nous pouvons le dire, ça risque de nous tromper, d'autant plus que, en général, les enfants qui sont nés aveugles éprouvent de sérieux problèmes quant à leur survie dans leur maison. Et l'arrivée de cette expérience nouvelle, à savoir l'éducation inclusive, a vraiment suscité un grand espoir chez nous autres parents. Et au début, quand il n'y avait pas encore cette expérience, comment vous aviez peut-être compris? Parce que vous êtes aveugle, vous avez eu la chance de faire l'école. Et à un moment donné, ces enfants n'étaient pas encore à l'école. Quel était peut-être... qu'est-ce que vous aviez comme sentiment à l'époque? Au début, nous, on se sentait isolés parce qu'on était dans une école spécialisée dite INEFJA. Alors là, il n'y avait pas vraiment une intégration sociale par rapport, par exemple, au monde des voyants qui nous fréquentaient dès le bas âge. Et à l'entame de ce projet, nous, on s'est vraiment frotté les mains comme pour souhaiter sa bienvenue. Alors, je rappelle que cette expérience est déroulée dans 3 écoles avant que le ministère, avec l'appui de ses partenaires, démarre ce programme. Les 3 écoles, c'était l'INEFJA de Thiès, il y avait aussi le centre Talibou Dabo, il y avait également aussi le centre Verbotonal. C'était presque ces 3 écoles qui existaient. Oui. Alors, Aïssatou, je vais peut-être vous relancer pour vous demander en réalité dans quel contexte vous avez eu cette idée de pouvoir peut-être appuyer l'État du Sénégal dans ce secteur. Merci Massamba. Il faut dire que Side Savers, c'est une ONG britannique qui a plus de 60 ans d'expérience et donc qui s'est investie dans le domaine de la prévention de la cécité. C'était le cœur de métier de Side Savers. Mais comme vous le savez, donc ceux qui ont perdu la vue ou bien qui ont une déficience visuelle limite ont le droit de s'insérer dans la société. Donc voilà un petit peu, c'est dans ce cadre qu'il y a plus de 40 ans que Side Savers s'est investi dans la voie de l'éducation pour la promotion et la protection des personnes handicapées parce que tout simplement, ceux qui ont perdu la vue ont le droit, comme les textes le disent, à une vie sociale, être intégrés, être formés
pour l'inclusion sociale des personnes handicapées. Voilà un petit peu la démarche historique de SAEC Savers. Maintenant, au Sénégal, on est au Sénégal depuis 2007. Ce projet a démarré 4 ans après la mise en place de SAEC Savers au Sénégal. Et je crois que c'était opportun parce que les enfants déficients visuels n'avaient pas d'autre offre que l'INEFJA. Et comme notre démarche, c'est une démarche tout à fait inclusive, pour que l'inclusion commence à l'école, plutôt que de récupérer plus tard et puis de faire beaucoup d'actions en faveur de l'inclusion des personnes handicapées adultes. Donc il faut se féliciter de l'accueil qu'on a eu au ministère de l'Éducation nationale parce que les portes étaient déjà ouvertes. Donc le ministère de l'Éducation nationale, je crois qu'à travers son orientation, avait déjà défini ce cadre d'éducation inclusive et avait déjà tout l'intérêt pour accompagner ce projet. Voilà, merci Aïssatou. Le directeur de l'enseignement élémentaire, M. Abdou Diaw, il faut le dire, l'État du Sénégal a toujours essayé, a toujours voulu mettre ses enfants à l'école comme les autres. Mais évidemment, ça a été toujours difficile. Et on avait même l'impression que finalement, l'État n'avait rien fait. Voilà. Merci Massamba et merci vraiment à tous vos collaborateurs autour de ce plateau. Je crois que c'est très important. Et c'est vraiment aussi, je crois, disons, une préoccupation très forte, n'est-ce pas, que nous avons, nous, qui rentre dans le cadre de nos objectifs de scolarisation universelle, comme vous le savez, en nous fondant sur l'approche droit. L'éducation étant un droit pour tous les enfants, hein, quelle que soit leur origine, quelles que soient aussi leurs caractéristiques, quels que soient les besoins. Appartient à l'État, dans le cadre de son pouvoir régalien, de travailler à mettre en œuvre une offre, n'est-ce pas, qui puisse répondre à toutes les demandes d'éducation spécifique. Bon, cette expérience très spécifique que nous sommes en train de mener, que nous menons avec l'appui de SAEC Savers aujourd'hui, rentre dans le cadre d'un grand projet qu'on avait mis en place dans la deuxième phase du PDF, qu'on appelait le PIS, hein, projet d'éducation inclusive et spéciale. C'était pour avoir véritablement dans l'offre éducative une composante hein, qui réponde, n'est-ce pas, aux besoins spécifiques des enfants. Et l'arrivée du partenaire, oui, est-ce que ça vous a soulagé ou oui, oui, avec le partenaire quand même, ce qu'on a pu faire d'original, c'est vraiment avec le partenaire qu'on a commencé à développer un modèle qu'on peut considérer comme vraiment un modèle probant d'éducation inclusive. Tout à l'heure, vous parliez de l'INEFJA, Talibou Dabo, etc. Mais ça, c'est des centres d'éducation spéciale. C'est des centres d'éducation pour les enfants handicap lourd. Mais ce que nous faisons, nous, avec SAEC Savers, c'est véritablement une expérience d'éducation inclusive. Comme vous le voyez bien, tel que d'ailleurs ça a été expliqué par Madame la directrice, le président de l'association des parents d'élèves, vous voyez, c'est une inclusion. Vous avez à la fois dans la classe des enfants bien portants et des enfants malvoyants ou non-voyants du tout, qui sont ensemble, qui font le même programme, le maître l'a dit dans le reportage, qui font le même programme, qui font les mêmes choses, qui subissent les mêmes évaluations. Ouais, ça, c'est vraiment ça, le caractère innovant de l'expérience que nous développons avec SAEC Savers. Voilà. Et comme ils l'ont dit, les résultats sont en train de porter ses fruits. Et je pense que se mettre en place. Vous l'avez dit, ce n'est pas évident parce qu'on a des enfants qui ont un handicap et on a aussi des enfants dits normaux. Alors, moi, je rappelle pour ceux qui nous prennent de cours, que vous êtes avec l'émission Carrefour de l'éducation, spécialement dédiée aujourd'hui à l'éducation inclusive, surtout à l'insertion des enfants non-voyants et malvoyants. Alors, je rappelle également aussi qu'au niveau du public, d'autres personnes vont prendre la parole. Il y a également aussi des élèves que nous avons invités avec plaisir dans cette émission. Alors, je reviens toujours voir Madame Kébé. Des enfants handicapés, malvoyants ou même non-voyants et des enfants normaux dans la même classe. Qu'est-ce que ça fait? Quelle est la pédagogie qu'il faut appliquer? Quand on est dans la classe où il y a ces enfants déficients visuels, c'est toujours le même programme. Il n'y a pas un grand changement. Ils subissent le même enseignement que leurs autres camarades. Seulement, là où il y a peut-être une petite différence, c'est quand il s'agit d'écrire ou bien de lire. Eux, ils écrivent en braille, ils lisent avec le braille, tandis que leurs autres camarades utilisent ce qu'on appelle le noir, ils utilisent comme les autres écoles. Donc la seule différence, c'est quand le maître fait la leçon,
il l'a fait pour tous les élèves. Maintenant, quand il s'agit d'écrire, quand les autres utilisent les ardoises, eux, ils utilisent la tablette et le poinçon. Et avec l'aide de la maîtresse ou bien de leurs camarades. Parce que dans chaque classe, quand vous avez un non-voyant, il a son camarade qui est voyant à côté de lui et qui, des fois, l'aide à écrire. Par exemple, quand le maître demande à écrire une phrase, son camarade est à côté de lui, il lui souffle ou bien il lui épelle les lettres et avec l'aide de ce camarade-là, il écrit avec sa tablette, son poinçon et sa tablette. À part cela, vraiment, il n'y a pas une grande différence dans les classes normales comme dans les classes inclusives. De toute façon, nous allons y revenir sur surtout les problèmes que rencontrent les équipes pédagogiques. Je reviens vers M. Samb, Abdou Aram. Alors, on a parlé de l'écriture en braille. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être nous expliquer comment se comporte un enfant, comment il suit les cours, parce que vous avez fait l'expérience. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Quel est le type d'enseignant qu'il faut avoir? Oui, pour suivre ces cours nécessairement, il faut nécessairement avoir ce qu'on appelle, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Abdou Diaw, il faut avoir une tablette et un poinçon. Et à travers ce matériel, le non-voyant peut écrire toutes les lettres. Vous pouvez montrer le poinçon? C'est quoi le poinçon? Le poinçon, c'est ça. Voilà. Le poinçon, c'est ça. Et ensuite, la tablette? La tablette aussi, c'est ça. OK. Donc chaque enfant doit avoir ça? Chaque enfant doit avoir ça. Et puis, comme vous voyez dans la tablette, il y a ce qu'on appelle des cages. Et ces cages comportent 6 points. 3 points qui sont disposés de façon latérale. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, à travers ces 6 points miraculeux, comme on dit, que le non-voyant parvient à déchiffrer toutes les lettres de l'alphabet selon leur disposition, bien entendu, dans la cage. Alors, revenez un peu sur l'expérience que vous avez vécue. Parlez-nous de votre cursus. Vous avez fait quelle école? Comment ça a été l'intégration? L'intégration que nous avions faite depuis 1989 n'a pas été aussi difficile. Parce que après notre certificat d'études primaires, nous sommes allés à l'école Ousmane Ngom de Thiès, avec bien entendu des amis voyants avec qui nous étions dans la même classe. Et vraiment, nous nous étions bien intégrés. Nous étions bien intégrés car tout ce qui vraiment pouvait exister comme obstacle à cette époque, nous l'avons évité. Et vraiment, ça se passait très bien avec aussi nos enseignants. Parce que dans toute chose aussi, ce qui importe, c'est aussi le vœu. Parce que souvent, comme on le dit, qui veut peut. Donc la volonté qu'on y mettait aussi vraiment impressionnait les enseignants de telle sorte qu'ils nous approchaient vraiment. Nous allons y revenir toujours ensemble. Mais est-ce que les passerelles, c'était facile? Ensuite, après l'entrée en 6e, comment vous avez continué? Oui, après l'entrée en 6e, nous sommes allés en 6e, seconde, 6e, 5e, 4e et 3e. Mais toujours, il y avait un encadreur sur place pour la transcription du braille en noir. Donc, vous devez comprendre ainsi que par exemple, l'élève non-voyant qui est dans une classe inclusive doit nécessairement avoir un enseignant qui maîtrise la méthode braille. Alors, maîtriser la méthode braille, de toute façon, je rappelle que pour le public, s'il y a des enseignants ou des parents d'élèves qui vont intervenir, on va tout de suite nous faire signe. Aïssatou, l'accompagnement, ça a été quoi en réalité? C'est des constructions, parce que je pense que aussi cet enseignement, cette forme d'éducation nécessite des infrastructures spéciales. Comment ça a été et qu'est-ce que vous avez quand même mis pour aujourd'hui que ces enfants soient à l'école? L'accueil des élèves dans une école inclusive nécessite des infrastructures adaptées, comme vous le savez. Donc, je crois que c'est la première phase, donc la réadaptation des écoles.
Donc, quand on parle de réadaptation, on pense aux rampes d'accès aux classes. C'est aussi toutes les infrastructures qui sont adaptées à tout ce qui est water sanitation, donc les toilettes, les points d'eau. Donc voilà un petit peu les réhabilitations à faire. Mais c'est aussi l'environnement, en tout cas, de l'école. Hein. Donc, comme vous le savez, ces écoles, donc, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles dans la cour, donc, pour favoriser le déplacement des enfants. Voilà un petit peu, il faut une réadaptation de l'école. Donc, comme vous le savez, c'est à l'école de s'adapter. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter, donc en matière d'éducation inclusive. Et là, je pense que vous interpellez directement le ministère de l'Éducation nationale. Alors, aujourd'hui, on a fini le PDF. Il y a quelque chose qui a été fait. Nous entrons dans ce qu'on appelle la phase paquet. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que ça ne peut pas s'arrêter seulement à Dakar. Il faut également aussi au Djolof, il faut également aussi au Fouta, il faut également aussi au Saloum. Et qu'est-ce que l'État du Sénégal a déjà prévu? En matière de politique, quand même, je pense que la volonté elle a été affirmée depuis très longtemps. J'ai dit que depuis 2006, déjà, on a mis en place un projet d'éducation inclusive et spécial. Et il y a des efforts qui se font, n'est-ce pas, en termes de prise en charge de ces besoins spécifiques dans tous les programmes. Que ce soit dans les programmes de construction, dans les programmes de formation, et même dans, aujourd'hui, peut-être très récemment, on va prendre en compte ces besoins dans les programmes d'équipement des écoles, surtout en matériel didactique. Ça, on va commencer ça déjà. Je vous avais dit tout à l'heure que le ministère a déjà, dans la mouvance de la communauté internationale, le devoir, effectivement, de poursuivre et d'atteindre certainement l'objectif de scolarisation universelle. Etc. Voilà pourquoi le pan éducation inclusive est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas universaliser si on ne règle pas ces problèmes, si on n'a pas cette offre-là, d'éducation inclusive. Mais comme vous avez pu peut-être aussi le remarquer, ce n'est pas une mince affaire. C'est une éducation qui est extrêmement coûteuse, on l'a dit tout à l'heure, parce que les enfants non-voyants, par exemple, ou malvoyants qui sont dans une classe, n'utilisent pas des cahiers comme ordinaires, comme les autres. Ils n'utilisent pas des bics, mais vous avez vu le matériel spécial qu'ils utilisent. Leur environnement nécessite aussi d'être effectivement réajusté en fonction de leurs besoins. Les enseignants qui tiennent ces classes, n'est-ce pas, ils doivent aussi être renforcés en termes de capacité, en termes de stratégie de prise en charge de ces enfants. Donc, ça fait un tout. C'est une offre. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'Aïssatou a dit tout à l'heure, en parlant de la nécessité de l'école de s'adapter à l'enfant et non l'inverse. C'est ça l'inclusion en réalité. L'inclusion, c'est une offre éducative qui doit pouvoir s'adapter à l'ensemble des besoins exprimés par les enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, selon l'ensemble de leurs caractéristiques. Mais vous voyez, c'est que progressivement, peut-être le Sénégal va pouvoir avancer dans cet effort, mais puisque ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de choses à faire, en termes d'infrastructure, en termes de matériel, en termes de formation, ça ne peut pas aller au pas de charge. C'est peut-être progressivement avec la maîtrise des ressources et la planification qu'on pourrait l'étendre. De toute façon, on va y revenir parce qu'on sait aujourd'hui que le système éducatif sénégalais est en train d'enclencher un nouveau virage avec les assises de l'éducation, peut-être voir les perspectives. Nous allons voir exactement dans les salles de classe, dans ces écoles, comment se comportent ces enfants, quels sont les résultats qu'ils ont souvent. On en a parlé souvent, c'est souvent de très bons élèves, mais également aussi comment les enseignants s'adaptent dans cet enseignement. C'est un deuxième sujet de Oumar Baldé. À l'école Pikine 23B, la cour est presque déserte. Dans cette classe, l'enseignante déroule son cours. Les élèves sont attentifs. Je suis aveugle, mais ça ne m'empêche pas d'aller à l'école. L'enseignement du braille se fait en même temps que celui classique. Le braille est une technique d'enseignement utilisée pour les élèves non-voyants. Pas de distinguo entre élèves, on suit ensemble le cours. Le programme, c'est le curriculum de l'éducation. Les élèves dits normaux écrivent en noir et eux, ils transcrivent en braille. Bien, donc, ça ne pose pas de problème. Sinon, peut-être le rythme par rapport aux autres élèves, le rythme est un peu lent. Parce que le braille, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que ça tourne autour d'une cellule qui se compose de 6 points.
On travaille ensemble, tous ensemble, parce que nous avons reçu une formation en braille. Mais il y a une pédagogie qu'on nous a inculquée. Mais en dehors de la classe, il y a un autre maître qui s'appelle le maître référent, qui continue les renforcements à la maison. Pour avoir les mêmes chances de réussite que leurs camarades, un système de renforcement à domicile est mis en place. Des maîtres référents leur dispensent des enseignements. Mon rôle, c'est de préparer d'abord les élèves non-voyants à l'avance parce que bon, ces élèves-là, pour suivre le rythme des autres enfants, ce n'est pas évident. Donc il faudra les préparer d'abord à l'avance, c'est-à-dire préparer les exercices pour la maîtresse titulaire, donc préparer le matériel adéquat pour la leçon du jour. Donc, ensuite, après la leçon, il y a certains éclaircissements, certains renforcements. C'est à nous aussi de veiller à ça. Aujourd'hui, grâce à ce système, ces élèves sont parmi les meilleurs. Mamadou Mbaye en est un exemple. Franchement, pour ne rien vous cacher, comme Kenya, il a un niveau excellent. À mi-C2, mais de on a fait avec ce rythme-là, on ne présente à l'avance de CFE entrée en 6e. Autre école, même constat. À Thiaroye-sur-Mer, les élèves non-voyants sont réputés être brillants. Mais ici, quelques problèmes plombent la bonne dynamique. Surtout du côté du matériel. Surtout de l'implication des acteurs directs aussi. Il faut du papier pour pouvoir préparer un support pédagogique que l'enfant déficient visuel aura à manipuler une fois en classe. Le seul problème peut-être au départ, c'est l'articulation des apprentissages entre ce que les non-voyants font et ce que les voyants font en même temps au cours d'une même leçon. Donc, compte tenu des effectifs pléthoriques, il était très difficile pour le maître vraiment de passer en revue les deux statuts, c'est-à-dire statut voyant, statut non-voyant, en même temps au cours de la leçon. École Chérif 1 de Rufisque, là aussi, l'éducation inclusive est expérimentée. Ici, les autorités de l'établissement plaident pour la pérennisation du projet. Voilà, merci Omar Baldé. Donc nous retenons à peu près quelques grandes lignes. Il s'agit du matériel qui est utilisé, il s'agit également de la formation des enseignants, le rythme un peu lent des élèves, mais aussi le souhait de pouvoir étendre. Alors, je rappelle que nous allons tout de suite donner la parole à deux personnes qui sont au niveau du public, M. Alioune et Pafay, qui vont un peu revenir sur certaines considérations. Mais ce que je voudrais, c'était pour pouvoir impliquer les élèves, peut-être emprunter à M. Samb le matériel. Voilà, donc tablette et poinçon. Et nous allons le donner à un élève qui va peut-être s'essayer à écrire son prénom et son nom et son école. Et qu'un autre élève va lire après. Et nous vous laisserons un peu de temps. Alors, première réaction, Madame Kébé. Madame Kébé, le rythme des élèves, à peu près, n'est pas le même chez les enfants normaux et les enfants dits déficients visuels. Est-ce que dans la classe, il y a une disposition pratique qui permet à ces élèves, peut-être parce qu'il faut faire la différence sur les non-voyants et les malvoyants. Les non-voyants sont aveugles. Les malvoyants ne voient pas. Mais est-ce que ceux-là doivent avoir une place, une position dans la classe? Oui, pour les malvoyants, il y en a qui sont dotés de lunettes. Ça, c'est vrai, après la visite médicale du docteur, ceux qui avaient besoin de lunettes ont été pourvus. Mais il y en a qui vraiment, même avec ces lunettes, ont encore des difficultés à voir le tableau. Et là, pour vraiment régler leur problème, on a placé des tables tout juste à côté du tableau. Et quand il s'agit d'écrire, ces élèves sont devant le tableau pour pouvoir écrire. Le rythme en classe, c'est quoi le problème? Parce que celui qui écrit en braille, il est plus lent. Si on donne, par exemple, je donne un exemple banal, un problème à résoudre. Ça prend combien de temps pour l'enfant normal et pour l'enfant non-voyant? C'est encore beaucoup plus lent pour l'enfant non-voyant. Okay. Parce que pour écrire le braille, vraiment, il faut du temps. C'est des points. Et même si, par exemple, on le verra tout à l'heure, quand l'élève aura écrit son nom, même pour écrire un petit mot, une petite phrase,
on peut mettre 2 à 3 minutes, alors que l'élève qui n'a pas de problème le fait en moins d'1 minute. Donc c'est ce qui cause vraiment cette lenteur dans la classe. Et là, il faut une patience chez l'enseignant. Oui. Forcément. Patience. Alors, je reviens sur Aïssatou. Aïssatou, un problème est posé tout à l'heure. Un élève malvoyant et un élève non-voyant. Mais qu'est-ce qui est capable de détecter et d'identifier cet élève qui est malvoyant? Est-ce que c'est l'enseignant ou est-ce que c'est la direction de l'école? Comment ça arrive? Parce que ce n'est pas forcément facile. C'est extrêmement important ce que vous dites. Je crois que la porte d'entrée, après l'identification de l'élève, c'est la certification. La certification, c'est mettre en contact l'enfant avec un spécialiste de la vue. Donc un ophtalmologiste, un technicien en soins oculaires qui mesure l'acuité visuelle de l'enfant. Donc c'est à l'issue de cette évaluation visuelle qu'on classe les élèves en non-voyants ou malvoyants. Donc il y a un travail qui se fait avec des spécialistes de la santé, donc qui précède même l'entrée en classe. Donc nous travaillons en collaboration, plutôt le ministère de l'Éducation travaille en collaboration avec les autorités sanitaires locales. Et quand il y a des cas complexes, compliqués, ces enfants sont référés à l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc c'est un travail qui est extrêmement important parce que si ce travail-là n'est pas bien fait, un enfant qui aurait dû peut-être récupérer visuellement, qui peut subir une chirurgie, qui peut avoir des lunettes comme a dit Madame Boubakébé, donc peut se retrouver avec une déficience visuelle faible, alors qu'on peut récupérer un petit peu Et on a vu, je crois qu'il y a 2 ans, des enfants ont été opérés et certains ont recouvré une partie de la vue. Voilà un petit peu ce travail important qui est mené en collaboration avec les autorités sanitaires. Et je crois que le ministère, les autorités académiques locales le font très bien, cette certification. Alors, Monsieur le secrétaire général, je pense que... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association? Parce que quand Aïssatou parle de ce casse-tête pour pouvoir détecter ces enfants malvoyants, je me dis que dans ce pays, au fin fond peut-être du Sénégal, il y a peut-être des enfants qui sont en train de vivre ce début de handicap et qu'on aurait pu sauver. Est-ce que vous êtes en train de travailler et de réfléchir dans ce sens? Oui. L'objectif de notre association, c'est de promouvoir la scolarisation des enfants malvoyants et aveugles. Et également de voir... parce que aussi nous avons la chance d'être à l'ENEFJA, d'avoir des contacts avec des amis qui ont aussi des enfants aveugles. Même parfois on est en contact avec des familles qui ont aussi des enfants aveugles. C'est cette stratégie à laquelle nous développons pour identifier les enfants aveugles afin de pouvoir les amener à l'école. Alors, donc, si je comprends bien, vous êtes en train de vous installer et vous êtes en train peut-être de travailler pour un maillage au niveau national. Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a de l'urgence dans d'autres localités. Bien sûr. Monsieur le directeur de l'enseignement élémentaire, Monsieur Diaw, le problème de formation est aussi soulevé souvent. Comment vous vous y attelez pour capaciter effectivement ces enseignants? Parce qu'en fait, c'est des enseignants qui ont été formés dans nos écoles de formation traditionnelles. Et aujourd'hui, c'est comme si une aventure qu'ils sont en train de mener. Pas du tout, ce n'est pas une aventure. C'est pas une aventure. Non. Sur le plan technique, oui, ils peuvent le dire. Oui. Sur le plan ça peut apparaître comme une aventure pour nous, profanes, comme moi, comme toi. Mais si vous demandez aux anciens, ils vont vous dire c'est un parcours, c'est notre parcours quand même. Nous avons commencé à faire ça dans le cadre de ce projet, n'est-ce pas, dont je vous parlais, où vous avez réussi la direction de l'enseignement élémentaire avait réussi à former 45 maîtres, c'était le premier lot. Au niveau des écoles de formation, les filles de Dakar et de Thiès à l'époque. 45 maîtres en éducation inclusive. Et dans pratiquement les 4 grands types de handicap que nous avons classifiés au Sénégal. Bon, pour ce qui concerne l'expérience-là, avec les non-voyants, malvoyants, mais nous avons de l'expertise déjà. C'est-à-dire que nous avons des ressources de qualité, des formateurs de formateurs. Ce sont ces formateurs de formateurs spécialistes en braille, qui ont formé les enseignants. Aujourd'hui, ils vont vous le dire aussi, il n'y a pas que seulement les enseignants, tout le dispositif au niveau de ces 3 écoles-là, n'est-ce pas, est un dispositif d'inclusion. À la fois les maîtres,
même les inspecteurs. Il y a même des inspecteurs aujourd'hui qui sont formés pour l'encadrement et la supervision des activités au niveau de ces écoles. Mais comme ça demande beaucoup d'expertise pour pouvoir... parce qu'il y a des formations à tous les niveaux, comme il a dit, au niveau environnement. Il y a la dimension médicale aussi, psychomédicale qu'il faut prendre en charge. Là aussi, il faut des spécialistes. Et il y a la dimension pédagogique différenciée pour le rythme. Surtout qu'il faut prendre en compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif déjà en termes d'expertise, n'est-ce pas, qui est à mesure véritablement de capaciter les enseignants, même si c'est des enseignants qui ont fait une formation ordinaire dans les écoles de formation. Ils reviennent, mais ils ont une formation spécifique et spécialisée qui leur permet de pouvoir évoluer dans ces classes. Tout à l'heure, je le disais, par rapport aux assises de l'éducation, je pense qu'aussi il y a des perspectives quand même, vraiment pour aller en profondeur dans ce chemin. Tout à fait. Même les assises, la lettre de politique sectorielle, la dernière, de 2013 déjà, avait fait de l'éducation inclusive une priorité pour ce qu'on appelle le cycle fondamental. Ça a été repris, n'est-ce pas, de façon plus opérationnelle par le paquet, n'est-ce pas, qui non seulement a donné des indications pour le développement de l'éducation spéciale, le renforcement du dispositif actuel, mais en même temps aussi pour effectivement une progression dans la prise en charge des besoins de façon inclusive. Et les assises sont venues maintenant, dans les recommandations, effectivement, il y en a qui concerne l'éducation inclusive. Et aujourd'hui, c'est devenu une demande partout, comme vous l'avez dit. C'est devenu une demande partout. Mais c'est vrai, c'est une demande, comme toutes les demandes. Mais vous voyez bien, quand il y a une demande, il faut aussi une réponse. C'est ça. Maintenant, la réponse, il faut la construire. On va la construire. Tous ces éléments-là dont nous avons parlé. Le ministère de l'Éducation va peut-être lancer l'appel à tout le monde. avec l'ensemble des partenaires. Et je pense que c'est le moment de faire un clin d'œil aussi aux collectivités locales. On va y revenir. Parce que je connais une école qui est logée dans la municipalité du directeur général de la RTS. Qui a déjà visité l'école et qui a aussi promis de faire quelque chose. Il y en a. Il faut féliciter au passage. Je rappelle que par rapport à l'exercice qu'on avait donné, alors, notre cher élève a écrit, mais franchement, moi, je n'y connais rien. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être tout de suite appeler un autre élève qui va le lire et qui va nous montrer comment il le lit. Mais en attendant, je donne la parole à M. Alioune Ba, qui est aussi dans le dispositif. M. Ba, vous vous présentez et vous dites un peu votre expérience. Qu'est-ce que vous avez senti en travaillant avec ces enfants? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse encore? Voilà. Tout au début, c'était difficile. Donc, on ne croyait pas que vraiment... nous allons être là où nous sommes. Et vraiment, notre attente même a été tellement dépassée. Et donc, on sous-estimait souvent ces enfants-là, donc aveugles. Mais l'expérience nous a montré que vraiment, donc, ils ont une intelligence extraordinaire. Peut-être, certes, ils ne peuvent pas utiliser leur yeux pour travailler, mais ils ont des compensations, tant sur le plan tactique, tant sur le plan auditif, tant donc sur les autres sens. Et il y a même des leçons, je crois que c'est eux-mêmes qui sont les locomotives. Surtout sur les leçons de langage, quand il s'agit maintenant de faire appel à la mémoire, c'est eux-mêmes vraiment qui mènent donc presque donc les leçons. Là aussi, sur un autre plan, souvent ces enfants-là, on ne les sortait pas, on les fermait dans les maisons. Mais pour certains, vraiment, leurs rêves sont devenus maintenant une réalité. Parce qu'on trouve maintenant des enfants qui, même le samedi et le dimanche, veulent venir à l'école. Très bien. Parce qu'ils étaient toujours donc fermés dans leur maison. Sur le plan aussi des résultats, on l'a dit, vraiment, sur les 3 écoles, ces élèves-là se sont montrés, donc ils sont parmi toujours les premiers. Et là aussi, c'est bon. Et ensuite aussi sur le plan maintenant de la mobilité. Ils n'avaient pas d'amis. Ils ne jouaient pas avec donc, ces œufs. Mais actuellement, ils quittent même leur maison pour aller voir leurs camarades de classe. Merci. Et là, c'est extraordinaire. Oui, merci. Je vois Abdou Aram Sambou qui sourit. Alors, Abdou, ça veut dire que c'est comme une renaissance. Un enfant qui était là, seul dans la maison, qui ne sortait jamais. Un jour, il entre en classe, il va à l'école, il découvre un autre monde, il rencontre des amis, il joue.
Alors, ça fait quoi? C'est vraiment positif pour chez l'enfant aveugle parce que qui était a priori isolé et qui aujourd'hui se trouve au contact de ses amis voyants dans la même classe, vraiment, et avec qui il joue et fait tout. C'est vraiment une socialisation même de la personne. De l'enfant. Et ouais. c'est vrai que nous l'avons vu, hein, c'est des enfants qui n'ont aucun complexe. Moi, j'ai vu une qui discutent même à bâton rompu avec ses enfants qui courent. On a vu une fillette qui a pris un seau, qui est allée chercher de l'eau, qui est revenue. On a vu également un garçon. On l'a appelé, il a sauté sur une table rapidement pour venir et sans être guidé. Justement. Et je sais que ça aussi, ça nécessite des prérequis qu'on appelle la mobilité, l'orientation. Et ça, je pense que maintenant, la formation est bonne. Je voudrais peut-être demander... oui. La première chose à gagner chez l'enfant handicapé, c'est la sécurité. La sécurité. Dès que l'enfant se sent en sécurité, c'est-à-dire au contact de ses amis, il est même capable de s'émanciper par rapport aux autres. Ok. Alors, dans le reportage, on l'a dit tout à l'heure aussi, il était beaucoup question de la pérennisation. C'est à la limite même des appels qui ont été lancés par des enseignants, par des directeurs d'école. Alors, peut-être juste demander à M. Faye très rapidement, qu'est-ce que vous voudrez dire par rapport à la pérennisation de cette expérience? Merci Samba. Ce que je voulais dire d'abord, c'est saluer d'abord notre collaboration parce que vous avez posé tout à l'heure une question relative à la formation. Je voudrais au passage saluer notre bonne collaboration avec l'INEFJA de Thiès qui a eu à former tous nos acteurs et qui chemine avec nous depuis 4 ans. Okay. Maintenant, pour ce qui est de la pérennisation, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un appel simple que nous voulons faire. D'abord à l'endroit de l'ONG qui, d'une part, parce que au départ, le projet était signé pour 5 ans, alors que le cycle primaire compte 6 années. Nous voudrions d'abord vraiment sur ce plan-là demander que le cycle soit couvert. Maintenant, pour ce qui est des collectivités, compte tenu du fait que le partenaire va se désengager, ce que nous voudrons, c'est que les collectivités aussi prennent leur part et vraiment continuent avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Donc très rapidement, Doyen Ba, un mot sur la pérennisation de cette initiative. Merci Massamba. Par rapport à la pérennisation, il serait extrêmement important de continuer la mobilisation sociale. Il faudrait que toutes les ressources soient mobilisées, particulièrement les collectivités locales. Il faudrait que dans les nomenclatures budgétaires, qu'on retrouve vraiment un budget voté pour l'éducation inclusive. Ça, c'est une première disposition. D'accord. La seconde disposition, Sight Savers est une organisation anglaise, donc qui transfère ses intentions d'intervention dans notre pays. Aujourd'hui, il faudrait que, avec la complicité des collectivités locales, que nous arrivions, et avec la complicité de Sight Savers actuellement, qui doit faciliter, de permettre la création ou l'émergence d'organisations fortes qui vont assurer le relais de la demande en matière d'éducation inclusive. Ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Je pense que nous allons peut-être revenir. Aïssatou, la balle est dans quel camp aujourd'hui? Vous avez peut-être initié, vous avez accompagné, mais qu'est-ce que vous attendez peut-être d'autres partenaires ou vous y allez à fond? Voilà, mais merci. Je crois que cette expérience, nous l'avons menée avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'enseignement élémentaire. Mais dans nos interventions, les interventions de Sight Savers, nous ne sommes pas devant. L'opérateur, c'est vraiment le ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que cette expérience a été hautement saluée. Je crois que même Sight Savers a beaucoup appris du Sénégal en termes de production. Le Sénégal a pu produire des documents, je crois, qui vont servir d'exemple pour d'autres pays. Donc c'est extrêmement important parce que tout simplement, il y avait une proactivité, une appropriation des enseignants, mais aussi de la coordination. Maintenant, ce qu'il faut dire, je crois qu'il faut insister. Monsieur Baladi,
Nous sommes en période je crois que la première phase de l'acte 3 de la décentralisation. Nous appelons vraiment les collectivités vraiment à jouer leur rôle parce que l'éducation est une compétence transférée. Donc, il faut se féliciter. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale a une ligne dédiée à l'éducation inclusive et spéciale. Maintenant, je crois que le ministère de l'Éducation nationale a lancé une bouée. Il faut que, en tout cas, on souhaite que les collectivités inscrivent, comme on l'a dit, une ligne budgétaire, que ce ne soit pas une exception, mais que ça soit la routine. Mais aussi, les parents, moi je lance un appel aux parents. C'est aux parents, aux associations des parents d'élèves de toutes les écoles du Sénégal de se dire qu'est-ce que nous offrons aux enfants handicapés, généralement. Pas seulement les enfants handicapés visuels, mais est-ce qu'il y a une offre pour les enfants qui sont dans mon quartier? Les chefs de quartier, qui connaissent la localité, mieux que quiconque. Je crois que quand un enfant est handicapé, le chef de quartier, il sait. Peut-être qu'il faudrait, je crois, une démarche. Est-ce que l'enfant de X a une offre éducative? Je crois que c'est comme ça un petit peu, en tout cas, réveiller la conscience, la responsabilité de tout un chacun. Ce n'est pas une histoire je crois que chacun d'entre nous doit se dire l'enfant de tel qui a un handicap, qu'est-ce qu'on lui offre? Est-ce que cet enfant a une offre? Et au ministère après de l'Éducation d'essayer, mais je crois que l'association des parents d'élèves du Sénégal, tout le monde est interpellé, les collectivités, et pour qu'on inscrive des lignes budgétaires dédiées. Voilà. Et puis, je pense que l'appel est entendu. C'est l'État du Sénégal aujourd'hui qui est interpellé pour véritablement peut-être continuer cette expérience. Ça a toujours été ainsi, hein. Vous le savez, avec pour toutes les initiatives que nous avons développées en termes d'innovation. C'est d'abord avec souvent des partenaires que nous commençons, nous expérimentons. Mais lorsqu'on arrive à mettre en place un modèle, maintenant il appartient à l'État de voir effectivement quelle est l'utilisation qu'on peut en faire à grande échelle. Ce sera la même chose pour cette expérience-là. Mais je pense qu'ils ont très bien vraiment posé le problème en disant qu'aujourd'hui c'est une question qui interpelle l'État, qui devra peut-être pouvoir faire de sorte que au niveau de l'ensemble des segments de la société, soit suscité le besoin véritablement d'appuyer cette expérience. L'État, les communautés et les collectivités. Merci, directeur. Merci, directeur. Merci beaucoup. Je pense que nous allons tout de suite regarder balaa ñuy def benn tour bu ndaw rek ci wolof parce que ku ne xam na ni li ñuy waxtaane tey mi ngi jëm ci xale yi nga xam ni dañoo am laago mu jëm ci seen wàllu gis-gis maanaam gis-gis bi neexul wala xëy na sax gisuñu ñu bëggoon rek déglu ñi nga xam ne ñooy wayjur yi appel bi ñu lancé bu ñu paree ñu dellu si rek def benn tour ñu déglu leen. dañoo basé wu ci zone boo xam ne pauvreté daf fi bëri zone pauvreté la ñu dëkk. ñu ñëw ci école bi comme ni ñuy ñëwee ci école bi constamment ñu concevoir que ni dañuy gis ay élèves yoo xam ne dañuy ñëw ci école bi duñu ndekki gis élèves yoo xam ne dañuy ñëw ci école bi am problème mu ñibbiwaat seen kër yi war a gontu si duñu añ ñu boole ko ak handicapé yi ñu fi am ci la ñu am idée daal fi construire benn cantine scolaire bi nag bi ñu ko fi tabaxee lépp lañ ci defoon ñooy construire cantine scolaire bi presque ak une somme presque de 900 000. waaw bu ñu xëyee suba bien vrai teg nañu kenn ci cantine bi mais mbooleem way laago ak képp koo xam ne sa loxo jotul ci sa ginnaaw recruter nañ la ci école bi say parents amuñu moyen boo ñëwee dañ lay jox ndékki gratuitement añ bi nga xam ne aussi enseignants yi ñu ngi ko fiy togg suñu loxo da ciy dugg pour yenn xale yi nga xam ne suñu wàccee dem añi duñu mën a ñëw gont si tamit dañ leen di jàppale ba bu ñu wàccee dañuy rester ci école fi la ñuy lekkee. su ma seen képp ku am doom bu am handicap ak ku amul handicap ñoo yem jàppal loolu dabal nga dugal ko école mu dem jàngi ji parce que jàng mooy tax a xam waaw dama nga dugal ko école mu dem jàngi toppatoo ko comme keneen comme doom bu mënta nekk ak képp ku mu mën a doon tamit képp ku ju doom mel ne moom tamit fexeel def. yaa ngi dégg. ñoo ko déggandoo tour de table bi bala ñu koy def ñu jox rek soxna si nga xam ne si moo ci wax bu paree Babacar wax ñu daal di tëj jotaay bi soxna si comme yow da nga yor ay xale yoo xam ni dañoo am way laago bi ci kër yi noo dundee jàng bi nga xam ne commencé nañ ko jàng. sant ci yàlla lool sant sunu directrice bi nga xam ni. iñaanul soxorul. naaw yàlla kii toog nii. moo ma gën a dimbali ci xale yi. moo feeñal xale yi. fu ne dem naa fa pour ñu dimbali ma ci xale yi
kenn dimbaliwu ma ba yàlla def moom mi mu ñëw ca kër ga di wër ba génne xale yi keroog bi ma ko waxee sax première bi dama fekk na booba xale yi ñi ngi doon def lan est-ce que ñi ngi doon jàng wala dañu desoon ci kër ga wala nu ñu daan def suñoo jàng boobu ci kër gi la ñu ne boobu ci kër gi la ñu nekk ak man léegi bi mu leen gisee mu ñëw mu wax ma ko mu ne ma pour xale yi ma ne ko xale yi mënuma leen a bàyyi ñu dem léegi nag mu ne ma muy naxanteeg man daal ba ma bàyyi ko mu jël xale yi ci la ko yóbbu ci directrice ñoom waa école bi ñëpp jàpp ci waaw jërëjëf léegi yow Abdou Aram Samb yaay tëj ñu bëggoon rek nga sànni benn kàddu ci wolof bala ñoo jeexal te balaa pare ñu wax xale bi nga xam ne bii moo war a ñëw liir liñ bindoon nag mu ñëw taxaw su paree mu liiral ñu te tamit gis nañ la ngay kii mais daal defal benn appel. waaw monsieur Massamba ñun ñu ngi gërëm ñëpp ñoo xam ne teew nañ ci plateau bi li ñuy lancé comme appel rek mooy problème yi nga xam ne moom la éducation inclusive am bokk na ci li ñuy wax wàllu transport ak wàllu cantine scolaire transport parce que ku xam handicapé xam ne déplacement am yombul am na ci ñoo xam ne fa ñu dëkk ak école bi dafay sori kon ñu ngi ñaan képp koo xam ne nekk nga borom barke ci réew mi ak nga am sa doole nga ñëw dimbale ñu ci wàllu transport boobu ndax loolu kat dina mën a suñu xale yi nga xam ne mënoon ñoo dem ci mbedd mi di tàllal seen loxo di yalwaani ñu tey jii ñu nekk ci école te seen bëgg-bëgg nekk lu jàng pour war a mën a jëriñ seen réew ñun ñu ñaan daal ñu dimbale leen ci wàllu transport ak wàllu cantine scolaire yi collectivité locale yi it ñu ngi leen di ñaaxaale ci wàllu woowu ndax li ñu leen di ñaaxal mooy tey jii par exemple da ngay xool ne boo xoolee ni loi d'orientation sociale bi waxee da ngay jàpp ne par exemple liñ leen war a defal nekkul ab sarax mais dafa nekk droit boo xam ne nii dañ leen ko war a jox nit ki nag li mu moom nga jox ko wax dëgg yàlla dana ci am solo trop. jërëjëf donc je pense qu'en résumé l'appel est lancé les enfants handicapés ont besoin d'être appuyés pour le transport ils ont besoin également aussi de cantines scolaires parce que pendant les pauses etc. il y a déjà Site Serveuse qui fait beaucoup de choses l'État du Sénégal aussi a commencé à faire beaucoup de choses nous tendons la main à tout le monde et je pense que le combat va continuer en tout cas la RTS par ma voix sera toujours à vos côtés pour vous appuyer alors soxna si yow nag la ñu wax ne li xale ba la bindoon yaa koy lire on vous écoute vous lisez rapidement qu'est-ce qui a été écrit. Cissé Mbaye Samba école Malick Diop. noo ko lire da nga laal wala nan nga def wax ñu li nga def. laal. waaw épelé ko ñu xool épelé l'affaire bi ak sa loxo. voilà. majuscule. waaw. C. I. 2S. de absenté gi. M. B. A. Y. E. majuscule. S. A. M. Voilà. B. A. Voilà. Merci beaucoup. Tàccu leen ko. Donc je pense que c'est ça le grand salut, c'est que voilà des enfants qui étaient chez eux, des enfants qui étaient seuls, des enfants qui étaient devant un mur opaque et aujourd'hui qui avec l'appui des partenaires et la politique d'éducation du ministère de l'Éducation nationale sont en train de découvrir un monde, sont en train de renaître. Merci chers téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de Carrefour. Nous nous retrouvons pour un autre numéro bientôt. Au revoir.